Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes aujourd'hui ici pour traiter d'un sujet très intéressant. On parlera d'un livre best-seller écrit par deux ingénieurs, à savoir M. Michel-Yves Bolloré et M. Olivier Bonassi. C'est un livre qui traite Dieu, la science et les preuves. C'est un sujet très intéressant. Donc ensemble, on va faire une analyse critique de ces livres. Bien sûr, il y a des points forts dont on va parler. Il y a aussi des points faibles qu'on va évoquer. Alors, tout d'abord, je tiens à me présenter. Je m'appelle Ahmed Khaouja. Je suis physicien de formation et ingénieur des télécoms. Alors, mes premières impressions après avoir lu ce livre, que c'est un livre intéressant. J'ai beaucoup apprécié la partie consacrée à l'astrophysique, à la biologie. Le reste, je trouve un peu hors sujet. On en parlera tout à l'heure. On parlera aussi de quelques points faibles, comme j'ai parlé. Alors, concernant la partie astrophysique, nos deux ingénieurs, nos collègues ingénieurs, ont évoqué deux sujets très importants, à savoir l'expansion de l'univers et le Big Bang, qui sont des découvertes très importantes avec la découverte de l'ADN au cours du XXe siècle et qui ont bouleversé un peu les tendances qu'on avait vécues depuis Copernic, Galilée jusqu'à la fin du XIXe siècle. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, tout d'abord, nous évoquons un grand physicien russe qui s'appelle Alexandre Friedmann, qui dès 1922 avait émis des hypothèses sur l'expansion de l'univers en traitant le sujet d'une manière théorique, en partant de la thermodynamique et plus précisément du deuxième principe de la thermodynamique, à savoir l'entropie. Il a démontré que l'univers est en expansion. Cette affirmation de notre collègue Alexandre Friedmann, à l'âge de 33 ans en 1922, en déclarant le fait que l'univers est en expansion, n'a pas plu à plusieurs penseurs et plusieurs physiciens, dont Albert Einstein. Et Albert Einstein n'a accepté l'idée de l'expansion de l'univers que lorsque Friedmann, Alexandre, a corrigé ce formule qui était dans la relativité générale, et aussi il a accepté, Albert Einstein, l'idée d'expansion lorsqu'il a visité en 1931 le télescope de Mont Wilson, où M. Hubble lui a présenté la démonstration dans le télescope du fait que les galaxies se propagent à grande vitesse, en expansion, et ce, en utilisant l'effet Doppler. Donc, Einstein s'est rendu compte, après la fin, il était obligé d'accepter. Ça, c'est concernant l'expansion de l'univers. Alors, concernant le Big Bang. Alors, le Big Bang, Friedmann, Alexandre, a travaillé sur le sujet, mais surtout le maître, Georges Lemaître, qui est un Belge, et Georges Gamow, un Russe, qui ont émis l'hypothèse de la création de l'univers, bien sûr, c'est au cours du XXe siècle, à partir d'un début, ce qui abolit un petit peu l'idée des physiciens déterministes comme Newton, Albert Einstein, qui croyaient en un univers stable, stationnaire, qui n'a ni début ni fin. Donc la théorie élaborée par Georges Lemaître, le Belge, et Georges Gamow en 1947-48, donc a bouleversé aussi la donne en proposant à ce que l'univers a un début et que tout a commencé par un Big Bang. Bien sûr, le Big Bang aussi n'a pas été accepté par Albert Einstein et par plusieurs physiciens, dont le grand physicien et astronome britannique Fred Hall, n'ont pas accepté l'idée du Big Bang. Mais il fallait attendre 1965, lorsque deux ingénieurs télécoms recrutés par Bell Telephone pour travailler dans une station terrienne dans le New Jersey pour constater dans leur appareillage l'apparition d'un rayon qui vient du fond de l'univers à 3,20 kV. Et quand ils ont reçu ce rayonnement, ils ne savaient pas de quoi s'agit-il. Donc ils se sont concertés avec les universités et on leur a dit bravo,
vous venez de prouver l'existence du Big Bang et que ce rayonnement fossile, c'est un rayonnement qui provient de l'explosion de départ qui a prouvé l'existence d'un créateur. Donc, les physiciens aujourd'hui, plusieurs physiciens, admettent l'expansion de l'univers et le Big Bang. Et aujourd'hui, le Big Bang est prouvé par cette expérience de Penzias-Wilson. D'ailleurs, Wilson, l'un des détecteurs de ce rayonnement fossile qui prouve l'existence du rayonnement, a préfacé le livre de nos deux collègues, à savoir M. Boré et M. Bonassis. Donc, aujourd'hui, nos collègues ingénieurs ont démontré à travers ces deux phénomènes, à savoir le Big Bang et l'expansion de l'univers, qu'il y a un créateur. Il y a un début, donc il y a un Dieu créateur, et l'expansion est une indication qui veut dire qu'un jour, il y aurait un retour vers le début. Donc il y a Big Bang et expansion de l'univers. Alors la partie consacrée à la biologie et à la génétique, aussi très bien faite, très bien traitée par nos deux collègues. Alors, pour commencer, j'indique à nos participants à cette table ronde, c'est que jusqu'à 1828, on ne savait rien sur la relation entre les minéraux, la terre et la chair humaine ou la végétation, tout ce qui est du vivant. On ne savait pas de relation. Il fallait attendre Euler, l'allemand Euler, qui à travers une expérience en 1828 a conçu l'urée à partir des substances minérales. C'est le début de la chimie organique, le début de la pharmacie, et c'est la première fois qu'on prouve que la chair humaine et les éléments végétaux ont une source terrestre ou une source qui provient de la chimie minérale. D'ailleurs, dans les cours de chimie organique, dans les classes préparatoires, ou bien dans les écoles d'ingénieurs, dans l'introduction, on parle de cette expérience de l'allemand Euler en 1828. Bien sûr, il fallait attendre la découverte de l'ADN par les deux grands, chercheurs, à savoir Wilson et Crick, qui en 1953 ont découvert la double hélice ADN. D'ailleurs, Crick, en 1962, a déclaré, le prix Nobel, que impossible au hasard de contribuer à la création de l'ADN. Donc l'ADN, c'est un composé complexe et il est impossible qu'il soit fait par le hasard. D'ailleurs, depuis la découverte de l'ADN à côté du Big Bang, beaucoup de scientifiques, de grands scientifiques américains particulièrement, se sont passés du stade de athée à stade de croyant. Alors, concernant la génétique, en 2003, le co-inventeur ou le co-découvreur du génome humain, M. Daniel Cohen, avait déclaré, c'est à Évry, pas loin de Paris, donc il avait déclaré que la complexité du génome humain indique qu'il est impossible au hasard que ce soit créé par le hasard. Donc la probabilité tend vers 0 pour la création de la matière ou d'une cellule vivante. D'ailleurs, Christian de Duve, prix Nobel de physiologie en 1914, biochimiste, spécialiste de la biologie cellulaire, affirme que les chances d'apparition d'ADN par le hasard est impossible. Donc ces découvertes ont prouvé l'existence de Dieu qui est derrière cette architecture de l'univers. Bien sûr, nos collègues s'appuient sur quelques passages de la Bible pour confirmer un petit peu leur dire dans ce livre. Bien sûr, moi, parmi les points faibles que j'évoque dans ce livre, c'est que le livre parle très peu du Coran. Il a mentionné le Coran 2 fois, mais sans relation avec l'expansion de l'univers et le Big Bang. Alors que le Coran clarifie d'une manière claire dans la sourate des prophètes. Au début, on parle du Big Bang et à la fin de l'expansion de l'univers. Et aussi, le Coran évoque d'une manière claire la relation
entre l'homme et la terre. D'ailleurs, la sourate 30, verset 20, parle de notre origine à partir de la matière terre dans le livre. Donc, parmi les points faibles aussi que je voudrais évoquer dans ce débat, c'est que nos collègues parlent beaucoup de physiciens occidentaux, mais ils ont ignoré l'apport des musulmans avant Galilée à la science. D'ailleurs, s'il y avait le prix Nobel au XIIe siècle, tous les prix Nobel seraient des musulmans. Donc, il évoque surtout les occidentaux. Il a un petit peu ignoré ce qui s'est passé dans le Moyen-Orient. On a presque passé de Galilée de Aristote à Galilée. On a ignoré un petit peu ce qui s'est passé au Moyen-Orient. C'est un petit peu dommage. Et aussi, notre collègue a ignoré de parler de Abdus Salam, prix Nobel de physique, qui a contribué à unifier la force électromagnétique et la force nucléaire faible dans son centre qu'il a créé à Trieste en Italie. Et d'après notre prix Nobel français que j'ai rencontré à Rabat, il m'a dit qu'Abdus Salam était un miracle. Il a contribué à unifier la force électromagnétique et la force nucléaire faible alors qu'il est né dans un village au Pakistan où il n'y avait même pas d'électricité. Il m'a dit aussi que Abdus Salam a contribué à réduire l'écart de la physique entre les États-Unis et l'Europe de 5 ans. Donc il a réduit l'écart de 5 ans. Donc il a contribué au développement de la physique au niveau de l'Europe. Alors notons que la cosmologie aussi n'était pas enseignée dans les universités avant le XXe siècle. D'ailleurs, c'était presque une science occulte. Et d'après le livre de nos collègues Bolloré et Onassis, c'est qu'un des grands physiciens qui s'appelle Ernest Rutherford faisait quitter les étudiants de sa salle, les étudiants qui évoquaient la cosmologie. Alors que dans le monde musulman, la cosmologie était enseignée. D'ailleurs, à Al-Qarawiyyin à Fès, on a toujours enseigné la cosmologie, Ilm al-Falak, à côté des mathématiques et de la logique. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire. J'ajoute une chose, c'est que Steve Weinberg, prix Nobel de physique, qui a travaillé beaucoup avec Abdus Salam, affirme dans son livre 3 minutes de la création de l'univers que jusqu'au XIIIe, XIIe siècle, le savoir concernant l'univers était basé sur les mythes de Ida. Les mythes Ida, c'est qu'on nous disait que, selon les Vikings qui habitaient le nord de l'Europe, que l'univers a été créé à partir de la fonte des glaces et l'apparition d'un géant qui s'appelle Ymir, ainsi que d'une vache géante qui s'appelle Odomla, qui donnait du lait à notre géant pour vivre. Et c'est ainsi que pour les connaisseurs des Vikings, ainsi est né l'univers, ce qui n'est pas vrai, bien sûr. Donc, pour terminer un petit peu par rapport à ces découvertes, ce qu'on apprend aussi dans le livre, c'est que le Big Bang et l'explosion ont eu un impact très important sur la politique en URSS. D'ailleurs, Staline, par exemple, n'a jamais accepté que l'univers ait un début. Il n'a jamais accepté l'expansion de l'univers. D'ailleurs, tous les grands physiciens qui travaillent sur le Big Bang, tels que Alexandre Friedman ou Georges Gamow, jusqu'à Sakharov, ont souffert parce qu'ils maintenaient leur savoir en relation avec le Big Bang et l'expansion de l'univers. Donc Staline était tellement un opposant au Big Bang et à l'idée de l'expansion de l'univers qu'il disait dans ses discours que l'expansion de l'univers et le Big Bang est un complot de l'Occident contre l'URSS. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire. Par rapport à l'avenir, bien sûr, nos collègues disent dans leur titre la science, Dieu, la science et l'épreuve, à l'aube d'une révolution, une grande révolution. Moi, je suis d'accord, c'est que si jusqu'à la fin du 19e siècle, depuis Galilée Copernic jusqu'à la fin du 19e, on a vécu dans le déterminisme créé par Newton
et par Galilée et Copernic, je pense qu'à partir du XXe siècle, nous sommes passés à l'indéterminisme avec la mécanique quantique, avec l'avènement du Big Bang, de l'expansion de l'univers. D'ailleurs, Albert Einstein, pour revenir à Albert Einstein, qui est cité malheureusement 204 fois dans le livre, alors comme j'ai dit tout à l'heure, certains grands physiciens comme Abdus-Salam n'est nullement cité dans le texte, alors que c'est un grand unificateur. Alors bien sûr, d'après le livre, Albert Einstein s'est trompé 3 fois. Il n'a pas voulu accepter le Big Bang, il n'a pas voulu accepter l'expansion de l'univers, il n'a pas accepté la mécanique quantique. Il fallait attendre Dirac pour, à travers la théorie électrodynamique quantique, pour unifier la relativité restreinte et la mécanique quantique. Donc Albert Einstein, il s'est trompé aussi une 4e fois quand il a refusé des stagiaires travaillant sur la théorie des cordes. Donc voilà un petit peu, l'avenir sera certainement mouvementé à travers la lecture de ces livres, malgré ses points faibles. Merci.